Bonsoir, merci aux participants d'être là, merci aux intervenants d'être avec nous aussi. Nous attaquons donc, je crois que c'est la septième rencontre dans le cadre du Festival Cinéma et Droits de l'Homme de l'année 2021 que nous sommes amenés à faire sous cette forme pas des plus agréables, puisqu'on est amené à faire ça donc, sous des formes distancielles par écran interposé. Euh, Vous êtes là parce que je suppose que vous avez pu voir le film dont on va parler ce soir, autour duquel on va parler ce soir, donc Bénin, Europe, gagnant-gagnant. Il s'agit de parler des problèmes de souveraineté alimentaire qui, on va le voir, débouchent assez rapidement sur tous les accords de libre-échange et de partenariat économique, plus spécifiquement avec les pays africains. Le festival, pour mémoire, donc, il est organisé par un collectif d'associations actuellement, actuellement et depuis déjà pas mal d'années, puisque c'est la 14e édition, avec Médecins du Monde, Médecins sans frontières, le CCFD Terre Solidaire, excusez-moi, le Amnesty International, l'École des droits de l'homme à Toulouse, et puis les Amis du monde diplomatique. Voilà, donc on va attaquer sur ce thème-là. On peut y passer beaucoup de temps parce que le sujet est très ample, pardon, sur le thème de la souveraineté alimentaire. Et on avait donc prévu de travailler autour de ce film, de discuter autour de ce film, donc qui s'intitule Bénin Europe gagnant-gagnant. Et donc, pour lequel on va commencer avec peut-être Mathieu, qui est le réalisateur ici, donc, pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur ce film, puisque on aura l'occasion d'en débattre un petit peu par la suite, un petit peu comment ce film a été réalisé, parce qu'il y a un certain nombre de séquences qui sont prises bien sûr au Bénin, avec de très belles prises de vue d'ailleurs. Hein. Mathieu, merci pour ces vues, mais d'autres séquences qui sont sûrement des séquences plus ou moins d'archives, aussi bien au Parlement, aux commissions européennes, en Argentine avec l'OMC. Et donc, comment un petit peu ce film a été réalisé. Et puis, ce sur quoi on reste un peu sur sa fin, justement, c'est cette expérience d'utilisation de céréales locales au Bénin. Donc, j'ai noté, en l'occurrence, le mil, le sorgho, le manioc, qui n'est pas une céréale, le maïs, dont l'expérience de fabrication de pain à partir de mélanges à base de blé et de céréales locales. Quel est un petit peu, donc à la fois sur ce retour d'expérience, aussi bien sur les conditions de tournage que sur les réalisations concrètes. Mathieu, est-ce que tu peux nous faire quelques commentaires là-dessus? Nous donner voilà. Oui, ben, tout à fait. Donc, c'est un film qui a été commencé à être tourné dès 2015, là, donc à Parakou, au Bénin. Donc, c'est une région du nord du Bénin, une région qui se rapproche un peu sahélienne, alors que le reste est un peu plus tropical, humide. Et donc, il y avait une formation auprès du groupe de boulangers de cette ville qui fait environ 400 000 habitants. Et, euh, et donc, se sont regroupés une dizaine de personnes dans cette boulangerie qui s'appelle donc Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Donc, il y a eu différentes expérimentations qui ont été faites de pain à base de mil, de maïs, de sorgho incorporé à la farine de blé. Voilà. Donc, la problématique du pain, effectivement, donc c'est un produit, le pain à base de blé, qui n'était pas consommé traditionnellement en Afrique de l'Ouest. Le blé était très peu présent avant la colonisation française et anglaise, et espagnole et portugaise. Et donc, ces traditions culinaires ont changé, ont évolué. Et donc, le pain, lui, a tendance à être de plus en plus consommé, surtout dans les villes. Et donc, cette problématique de trouver des recettes qui utilisent les productions locales qui sont surtout de mil et de maïs. Alors, au Bénin, la particularité, c'est ça, c'est que c'est un petit pays qui produit beaucoup de maïs et dont la population se nourrit essentiellement. Donc, le maïs n'est pas mangé sous forme de pain ou de galette, mais plutôt
c'est la pâte en fait, hein. Et ce maïs est quasiment presque intégralement produit par le pays, le Bénin en fait, hein. Voilà. Et voire même il en exporte vers les pays voisins, donc le Nigeria, bon plus maintenant, pas trop, et surtout le Niger aussi, Burkina un peu, et un peu le Mali aussi. Voilà, donc c'est des expérimentations qui sont difficiles à mener, donc elles sont au Bénin, mais elles sont faites aussi par l'ONG SOL, dont fait partie Jacques Berthelot, hein, beaucoup au Sénégal, où il y a un petit centre de formation. Et donc, en fait, il faut effectivement, c'est un travail à long terme, en fait, hein, parce que c'est basé beaucoup sur de la formation professionnelle, en fait, hein. C'est un peu ça la clé de la réussite de ces petits projets-là, c'est de créer des centres de formation professionnelle qui vont durer dans le temps, en fait, hein, qui ne vont pas être juste le temps d'une campagne, une saison, une formation, voilà. Parce que les acteurs sur place ont besoin d'être soutenus dans cette idée que c'est possible de faire du pain avec du mil, du maïs. Voilà, alors c'est des taux d'incorporation qui vont entre 15, 20, 30, voire 40% de céréales locales introduites dans le pain à base de farine de blé, qui elle donc est importé, quoi. Ce blé est quasiment intégralement importé d'Europe, de France, d'États-Unis notamment, voilà, et du Canada. Voilà, alors donc moi sur le film, j'ai voulu aussi donc parler un peu de ces problématiques économiques et puis aussi un peu de la tradition orale en fait et du langage en fait. Donc c'est un peu l'angle que j'ai voulu adopter. Et, euh, et donc, effectivement, la boulangerie en elle-même, elle ne continue pas à faire du pain, malheureusement, celle qui a été filmée, hein. Donc, l'ONG a beaucoup développé plutôt après des produits à base de soja, en fait. Ils se sont beaucoup plus lancés vers des biscuits, des fromages, des pâtes à base de soja, en fait. Donc, dans les régions où il y a de l'eau, quoi, hein. Et donc, il y a ce côté-là qui a été un peu plus développé. Et donc, il y a aussi le Niébé, donc avec l'autre ONG qui s'appelle BD, hein, donc peut-être vous connaissez, et donc qui fait beaucoup de vulgarisation aussi et de travail très important pour promouvoir les anciennes semences qui ne sont pas forcément trop diffusées et connues et préservées, en fait, même dans ces pays-là, en fait. Voilà, donc les semences de haricots qui concernent, de mil ou de sorgho qui sont vraiment adaptées au climat, aux terres de ces territoires-là, en fait. Voilà, alors, donc, je ne sais pas si vous aviez une autre. Moi, je pourrais continuer un peu, effectivement, sur cette question. Moi, ce qui m'a surpris un peu, effectivement, je ne m'attendais pas à voir cette filière du maïs aussi importante, en fait, hein. J'étais un peu surpris. Je pensais que, justement, euh, le pays dépendait beaucoup plus directement en fait des céréales importées, donc pour la ration alimentaire du pays du Bénin par exemple. Et j'étais assez surpris en fait de voir que c'était un gros producteur agricole, même il se trouve sur l'échelle internationale, les classements PIB, PNB par habitant, vraiment ils sont que de peloton, donc ils sont au 160e place ou 100, 170 sur 180 ou 200 pays. Donc, ils sont considérés comme très pauvres. Et pourtant, en fait, les productions, elles sont vraiment importantes. Ils font aussi le Bénin, pour rester sur ce pays-là, produit énormément de coton aussi, hein. Donc, c'est un gros, gros producteur de coton qui est destiné à l'exportation. Voilà, donc il n'y a effectivement pas de transformation sur place, hein. Donc, c'est un peu le, c'est un peu la difficulté. Donc, il y a encore des réserves de terre pour produire d'autres productions agricoles, hein, si on ne les consacrait pas à cette culture d'exportation du coton, en fait, hein. Voilà, donc c'est assez paradoxal, quoi, ce qui se passe effectivement dans ce petit pays qui représente un peu ce qui se passe aussi dans les pays voisins. Voilà.
Bon, mais merci Mathieu pour cette. Je pense qu'on y reviendra dans le débat. Il y aura Oui, sûrement des questions un petit peu plus sur le film. Mais c'est intéressant, et en particulier cette précision que tu fais sur le maïs. Bon, on a des pays, tout simplement le Mexique ou le Mexique, enfin, l'Amérique centrale, où le maïs fait partie des bases alimentaires, où on fabrique des tortillas, des galettes, etc. Et ce que l'on voit très bien dans ton film aussi, c'est cette pression publicitaire aussi pour arriver à placer des produits à base de blé, c'est-à-dire que ce soit les pâtes, on voit plusieurs images sur les spaghettis, sur différentes sortes de pâtes qui poussent à la consommation de blé, alors qu'il y a effectivement des productions locales alternatives. On voit bien battre le mil en particulier. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et c'est pour ça, je voudrais me retourner vers Jacques Millot, là maintenant, pour qui nous parle justement un petit peu au vu, puisque Jacques Millot donc, est un membre du CCFD Terre Solidaire qui essaye beaucoup de promouvoir justement la petite agriculture locale, les petits producteurs, et donc un petit peu, pour voir avec lui un petit peu ce problème que pose la concurrence des produits d'importation, alors particulièrement le blé, c'est ce que l'on voit dans ce film, mais aussi, on a vu dans d'autres films récemment sur la viande de poulet qui arrive, tous les stocks de poulet sortis des poules qui ont fait leur carrière dans la ponte et qui sont exportés massivement vers d'autres pays, le Ghana, ou bien encore le lait typiquement, où la farine de lait arrive massivement dans les pays africains et coupe aussi la possibilité pour les petits agriculteurs de produire localement et surtout d'être compétitifs par rapport à des produits importés à bas le prix, même si on les reconstitue artificiellement sur place. Tout cet aspect donc de difficulté de petits producteurs, Jacques, est-ce que tu peux nous en dire un mot peut-être? Merci. Oui, bonjour à tous et bonsoir. Merci d'être invité ce soir à parler un peu du CCFD. Oui, moi j'ai vu le film il y a quelques jours, là, donc je ne le connaissais pas. Je ne connais pas le Bénin non plus, donc je ne connais pas vraiment l'Afrique noire pour n'y être jamais allé. C'est un peu mieux le Maghreb. Mais pour revenir au CCFD, je pense que ce film, quand le voyant là, il y a quelques jours, ça m'a rappelé un film du Festival alimentaire. Alors je pense que beaucoup de gens présents dans la salle là, connaissent ce festival alimentaire qui a lieu tous les ans au mois de novembre dans toute la France et en particulier dans la région Occitanie. Et dans la sélection des films de cette année, il y avait un film qui s'appelait, alors que quelques-uns ont dû voir, je pense, il y a quelques mois, sur Toulouse, Semer, récolter, résister, qui traitait à peu près du même problème qui est évoqué dans le film-là, au Bénin, sur la question de la difficulté technique aussi de faire de mélange de farine avec des céréales locales et aussi de farine de blé importée. Et là, c'était tourné au Sénégal. Et donc, dans ce film-là, il y avait aussi le témoignage alors je ne l'ai pas revu depuis, mais je parle de mémoire là, d'un partenaire du CCFD qui s'appelle Fonks, qui travaille aussi sur ces questions-là, donc au Sénégal. Alors par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, effectivement, le CCFD depuis très très longtemps a mené de nombreuses campagnes sur ces problèmes comment dirais-je, de différence de concurrence inégale entre les produits locaux de ces pays-là. Alors, moi, je parlais un peu plus tard, tout à l'heure, du Sahel, dans un projet que je détaillerai un peu plus, mais sur la question que tu évoques, les produits, les productions locales, que ce soit de l'Afrique noire ou plus sahélienne, sont toujours, à un moment donné, surtout avec l'ouverture de la mondialisation et du commerce mondial en abaissant partout, dès que c'est possible, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, les droits de douane, envahissent très très vite parce que c'est un combat inégal pour les pays africains. Il n'y a pratiquement pas d'exemple où les pays africains ne soient pas perdants au bout du compte dans cette affaire d'importer d'exporter nous dans ces pays-là les productions que tu évoquais, le poulet. On avait mené il y a quelques années une campagne sur l'importation des bas morceaux du géliteur de poulet, de poule que tu évoquais tout à l'heure, dans une campagne qu'on a appelée la France plume l'Afrique, une forme de jeu de mots, et puis aussi la poudre de lait. Là, c'est un sujet qui est très connu depuis très longtemps, avec la poudre de lait qui est exportée. Évidemment, c'est plus facile de transporter de la poudre que du volume de lait, que ça pèse moins lourd. Et il y avait eu des campagnes, je me souviens de Jean Ziegler avec la société Nestlé, là, pour ne parler que d'elle, mais il y a aussi les grands producteurs de lait français qui ont très longtemps profité de cette occasion.
Et alors, le problème avec le lait qui était d'autant plus délicat à régler dans ces pays-là où les conditions sanitaires, surtout en dehors des grandes villes, hein, dans les zones rurales où l'eau n'est pas toujours de très très bonne qualité, et j'allais dire que le remède était pire que le mal, puisque la poudre de lait mélangée avec de l'eau qui n'est pas propre pour nourrir des bébés, c'est pas vraiment l'idéal. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre longtemps sur cette question parce que je ne suis pas non plus un très grand spécialiste de toutes ces questions économiques, mais je détaillerai plus volontiers tout à l'heure dans la deuxième partie de mon intervention sur un programme qui est beaucoup plus récent, là, qui a commencé il y a 2 ans et qui va encore se poursuivre pendant 2 ans, qui est un programme qui fait suite déjà à un programme antérieur qui avait pris fin, qui s'appelle le TAPSA, donc j'en dis pas trop de détails pour maintenant, puisque j'aurai un petit montage diapo à passer tout à l'heure, sur des visions plus, entre guillemets, un peu plus optimistes pour l'Afrique sahélienne, là, cette fois-ci, et l'avenir de ces régions-là, en fonction évidemment de beaucoup de paramètres qui sont aujourd'hui assez nouveaux, hein, enfin relativement nouveau, le réchauffement climatique d'une part, mais aussi la crise Covid récente, là, qui évidemment n'était pas dans les préoccupations des gens jusqu'à très peu de temps. Voilà. Merci Jacques. On va peut-être voir avec justement, pour resituer un petit peu tous ces problèmes-là dans leur contexte historique aussi, parce qu'il faut voir d'où l'on vient pour comprendre où l'on est aujourd'hui et peut-être ensuite se poser la question savoir vers où aller. Et donc, j'aimerais voir avec Jacques Berthelot, donc, qui lui est économiste, qui a été enseignant de nombreuses années à l'école d'agriculture de Toulouse, à Ramonville. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, qui nous rappelle brièvement ce qui s'est passé avec l'échec du multilatéralisme de l'OMC. Alors, c'est important, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, je rappelle, et il y avait des négociations pour ouvrir les marchés de façon assez large et en particulier pour libéraliser les marchés agricoles. Et ça a quand même un peu planté à un moment donné. Jacques, est-ce que tu peux nous en redire un mot là-dessus, sur cette, la situation, enfin, l'échec du multilatéralisme, voilà, en clair. Non, Jacques, ton micro, tu n'as pas le micro, tu n'as pas le micro. J'avais déconnecté. Bon, oui, alors ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tellement l'échec du multilatéralisme, c'est plutôt le dévoiement de l'OMC par le duopole Union européenne-États-Unis qui ont pris en otage l'OMC depuis, on peut dire, depuis le début et même encore en amont dans les accords du GATT avec la définition incroyable du dumping selon lequel il n'y a pas de dumping pour autant qu'on exporte à un prix qui n'est pas inférieur au prix du marché intérieur. Et c'est en fonction de cette définition que, en 1995, donc les États-Unis et l'Union européenne ont préparé, dans les négociations de l'Uruguay Round, ont préparé donc à la fois en tête-à-tête, à la fois les règles de l'accord sur l'agriculture et en même temps qu'ils modifier radicalement les règles de leur politique agricole, hein, la PAC, politique agricole commune de l'Union européenne, et le Farm Bill aux États-Unis. Ils se sont servis donc de cette définition absurde en disant, bah, puisque c'est ça la définition du dumping, eh bien, on ne va plus, donc comme on ne peut plus maintenant utiliser les subventions à l'exportation, puisqu'elles sont dénoncées à juste titre par la plupart des autres pays qui en souffrent, eh bien, on va simplement donc réduire très fortement nos prix minima garantis et on va les compenser par des subventions que l'on va définir comme n'ayant pas d'effet de distorsion des échanges, puisqu'en parallèle, donc, ils bâtissaient ensemble donc, les règles de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. Et donc, ce qui fait que l'Union européenne et les États-Unis continuent à refuser un changement des règles sur les subventions internes à l'agriculture, à l'OMC, alors que depuis que la conférence ministérielle de Nairobi en 2015 a décidé d'arrêter dans tous les pays les subventions explicites à l'exportation, que l'on appelle les restitutions dans l'Union européenne. Donc ces deux pays se sont arrangés pour réduire les subventions
les prix garantis internes et de façon à avoir des prix donc très inférieurs au coût de production. Et comme ils savaient très bien que la plupart des pays donc, de l'OMC, il y en avait 124 en 95, il y en a 164 maintenant, sont des pays en développement pauvres qui n'ont pas les moyens donc, de subventionner significativement leurs agriculteurs très nombreux, eh bien, donc, c'est un dumping permanent, donc camouflé sous les aides internes qui, au surplus, dans l'Union européenne depuis 2004, sont dites découplées, donc, c'est-à-dire indépendantes de la manière, enfin, des types de produits qui sont produits par les agriculteurs. Et donc, il y a la responsabilité donc, de l'échec, comme on dit, de l'OMC, ce n'est pas tellement l'échec de l'OMC, parce que l'OMC, en tant qu'institution, disons, a priori, dans son préambule, elle a un objectif qui n'est pas la libéralisation des échanges. La libération des échanges n'est vue que comme un moyen. Hein. Je lis rapidement, donc, reconnaissant que le rapport dans le domaine commercial économique devrait être orienté vers le développement des niveaux de vie, la réalisation du plein emploi et d'un niveau élevé et croissant du revenu réel, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises, en permettant l'utilisation optimale, donc tout en à la fois en vue de protéger et de préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir, d'une manière donc compatible avec les différents niveaux de développement. Ça, c'est les objectifs de l'OMC. Mais ils ont été complètement détournés parce que les règles de l'OMC ne sont pas définies par l'OMC. Les règles de l'OMC sont définies par ses membres les plus puissants, qui sont les États-Unis et l'Union européenne. Bon, et donc, ce que je dois dire d'emblée, c'est que justement, les États-Unis et l'Union européenne refusent de reconnaître le fait que l'organe d'appel de l'OMC, au vu de cette définition scandaleuse du dumping dans le GATT, a pris le contre-pied en définissant à 4 reprises que le dumping doit prendre en compte les subventions internes profitant aux produits exportés. Mais ça, peu de monde, y compris parmi les ONG, le savent. Et bien sûr, l'Union européenne et les États-Unis refusent d'avoir pris en compte cette définition donc, de l'organe d'appel de l'OMC. Oui, Jacques, alors je voulais quand même t'interpeller sur ce sujet. L'OMC, oui, certes, il y a des politiques de dumping déguisées au niveau des grandes puissances exportatrices, en l'occurrence, tu les as citées, Union européenne justement et États-Unis, mais il y a aussi quand même eu des résistances de la part du Sud, en particulier à l'époque, tu vas peut-être nous le rappeler, l'Inde qui a refusé, alors c'était l'Inde d'avant Modi aussi, parce que la situation, on en reparlera plus tard sans doute sur le sujet, l'Inde à l'époque avait refusé la destruction de ses stocks de sécurité et refusé d'entrer sur des prix de marché et non pas ne pas préserver ses stocks et ses prix protégés sur son marché intérieur. Non, mais moi je crois que tu te méprends là, parce que justement l'Inde a un excellent exemple du fait qu'elle a priorisé donc les besoins de son marché intérieur avant d'exporter. Et d'ailleurs, les prix sur le marché intérieur sont supérieurs aux prix à l'exportation. Donc, elle ne peut pas faire de dumping. Hein. Et l'Inde notifie, disons donc, un soutien négatif à l'OMC. Et en fait, l'Inde, c'est un excellent exemple puisque les 3/4 de la population rurale et la moitié de la population urbaine bénéficient justement disons, de blé et de riz qui sont très fortement donc, subventionnés, qui sont vendus à des prix très inférieurs au coût de production, alors que justement les paysans, donc la majorité des paysans, bénéficient des prix supérieurs même au prix mondial. Et donc c'est ce que je te disais, c'est que malgré tout, l'Inde n'est pas rentrée dans le jeu de l'OMC de libéralisation des marchés. Ah oui, alors d'accord, j'ai mal compris, d'accord. Oui, c'est un bon exemple, oui, absolument. Bon, et malheureusement, comme tu l'as dit, l'imbécile de Modi, là maintenant, il veut tout libéraliser. Et non, franchement, oui, là on va y revenir peut-être après dans le débat parce que c'est quand même, je pense que c'est un cas très explicite, de ce qui se passe actuellement dans l'actualité là-dessus. Hein. Donc on va revenir justement puisque en fait ces accords de l'OMC qui à un moment donné ont patiné sur l'agriculture en particulier, ça s'est traduit en fait par une explosion des accords bilatéraux. Hein, oui. Des accords bilatéraux. Alors,
je ne vais pas me détailler parce qu'il y en a partout à travers le monde qui sont créés, et où souvent, justement, les puissances dont on a parlé, l'Europe et les États-Unis sont souvent au cœur de ces accords, de débats autour de ces accords. Mais il y a en particulier pour les pays ACP, alors je rappelle pour les participants, les pays ACP, c'est les zones Afrique, Caraïbes et Pacifique. Non, en fait, 90% c'est l'Afrique. 90% c'est l'Afrique. Dans ces pays ACP, donc, et dans l'Afrique, il y a donc un certain nombre d'accords bilatéraux qui sont en cours ou en cours de mise en œuvre. Alors, avec en particulier, je les cite pour mémoire, un qui est la zone de libre-échange continentale qui est prévue alors, entre l'Union africaine, alors c'est carrément tout le continent africain et l'Europe, ça l'est un. Je crois qu'il est en cours de discussion, il n'est pas encore totalement finalisé peut-être, mais il y a justement ce qui nous concerne davantage, puisque le Bénin y est impliqué dedans, c'est les accords bilatéraux entre l'Union européenne, donc le gagnant-gagnant du film de Mathieu Soudé là-dessus, donc cet accord entre la CEAO, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique occidentale, qui sont, je crois, une quinzaine d'États ou 14 ou 15 États, ce n'est pas la peine de les détailler, on les retrouvera assez facilement. Il y a des accords de libre-échange pris aussi entre l'Europe et l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, l'OECD. Donc, voilà. Donc, alors, il y a tous ces accords qui sont plus ou moins développés, mais surtout, et là aussi, Jacques, je voudrais quand même que tu nous en dises un mot, c'est surtout les résistances par rapport à ces apports. Parce que typiquement, en Afrique de l'Ouest, l'État le plus puissant, et de loin, c'est le Nigeria. Et le Nigeria s'oppose à ces accords. Mais par contre, il y a des États, je crois comme le Ghana et la Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse, mais tu nous le préciseras, qui, eux, ont signé ce que l'on appelle des accords intérimaires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une zone économique de libre-échange, il y a des trous dans la passoire. C'est-à-dire qu'il y a des États qui ont signé des accords de libre-échange, et comme les frontières sont poreuses, ça pose des problèmes extrêmement compliqués. Jacques, je te laisse la parole là-dessus. Bon, alors il faut savoir que sur les 16 États d'Afrique de l'Ouest, il y en a 15 qui appartiennent donc à la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels il y a donc 3 pays qui ne sont pas des pays les moins avancés. Et lesquels pays les moins avancés ont un accès libre sans avoir à payer de droits de douane sur toutes leurs exportations, sauf les armes, vers l'Union européenne. Et donc 3 États, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, eux, s'ils ne signaient pas donc, des accords de partenariat intérimaires, depuis 1998, auraient été obligés de payer des droits de douane sur leurs exportations vers l'Union européenne. Sauf que le Nigeria n'a pas été intéressé à signer un tel accord parce que le Nigeria exporte essentiellement, disons, du pétrole ou du gaz, mais exporte très peu de produits agricoles. Enfin, il y a essentiellement les produits qui sont les plus importants qui seraient assujettis à des droits de douane s'il n'y avait pas les APE ou les APE intérimaires, donc pour le Ghana et la Côte d'Ivoire, sont disons donc les bananes, comment dirais-je, pardon, les produits transformés du cacao et les produits transformés du thon, ainsi que l'aluminium. Bon, comme le Nigeria exporte très peu de ces produits, un tout petit peu de cacao transformé, mais très peu, donc le Nigeria n'a pas voulu signer. Et donc, le Nigeria est le seul pays qui actuellement doit payer des droits de douane du système des préférences généralisées, donc dans ses exportations vers l'Union européenne. Mais le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui eux auraient été fortement pénalisés en payant des droits de douane élevés, donc sur leurs exportations de bananes, de cacao transformé, de thon transformé et d'aluminium, ont préféré donc, en attendant qu'il y ait un accord pour signer des 16 États, parce que le 16e, c'est la Mauritanie, qui ne appartient pas à la CEDEAO, mais qui fait partie donc quand même de l'accord de partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont signé fin 1997, fin 2007, avant l'échéance de 2008, donc ont signé des accords de partenariat intérimaires. Mais ces accords de partenariat intérimaires, donc, qui ont été mis en œuvre en fait depuis fin 2016, eh bien, sont en train de détruire le lent processus d'intégration régionale de la CEDEAO parce que
ces deux pays donc, ont signé des accords en 2008 au moment où les droits de douane n'étaient que de 20% au maximum donc, dans l'ensemble d'ailleurs de la CEDEAO. Mais ces droits de douane ont été relevés en janvier 2015 jusqu'à 35% sur 130 lignes tarifaires, dont la plupart sont des produits alimentaires. Et donc, il se passe en ce moment le fait que comme les autres pays n'ont pas réagi à cette signature, ils sont mis en concurrence donc avec des produits que le Ghana et la Côte d'Ivoire donc importent de plus en plus donc sans prélever de droits de douane, puisque dans ces accords intérimaires donc ils sont obligés de libéraliser jusqu'à 80% de ce qu'ils importent de l'Union européenne, hein, par étape, hein, sur une dizaine d'années. Et donc les autres maintenant avec ça, donc la Côte d'Ivoire et le Ghana donc peuvent importer et déjà, donc, les intrants principaux agricoles, hein, les engrais, les produits phytosanitaires et aussi les produits pétroliers transformés, les tracteurs et tout ça, ce qui leur donne donc un avantage compétitif pour leurs produits agricoles finalisés, transformés, et qui fait que les autres pays de la CEDEAO donc, souffrent de cette concurrence sur laquelle ils ne font rien parce que malheureusement, le reste de la CEDEAO n'a pas accepté enfin, accepte, disons, d'être pénalisé. C'est absurde, mais c'est comme ça. Il y a eu donc un processus de désintégration qui va être amplifié, qui va commencer à être amplifié avec la zone de libre-échange continentale, puisque dans la zone continentale de libre-échange, donc tous les pays d'Afrique doivent donc réduire de 90% les droits de douane qu'ils prélèvent sur leurs échanges internes. Mais alors, c'est un processus absurde qui va bénéficier beaucoup aux multinationales, aux filiales des multinationales françaises, enfin françaises et européennes en général, qui sont très présentes dans tous les pays d'Afrique, ainsi que leurs filiales bancaires d'ailleurs. Et donc, ils vont donc aller plus loin en fait dans l'imposition dans les pertes de droits de douane, donc qui au plus était de 80% dans les accords de partenariat économique et qui vont être maintenant donc des pertes de 90%, notamment parce que dans le processus de la zone continentale de libre-échange, il n'est prévu aucun mécanisme pour que les pays les plus pauvres soient compensés de leurs pertes de recettes budgétaires qu'ils vont subir du fait de cette libéralisation. Oui, on voit bien justement donc ce problème-là des accords. C'est pour ça qu'il est important de remonter au niveau de ces accords de libre-échange pour comprendre un petit peu ce qu'il peut se passer à l'intérieur des pays et au niveau justement des petits producteurs. Et par rapport à ça, je vais revenir vers Jacques Millot, là justement, donc, qui nous a parlé tout à l'heure. Donc, on est effectivement, on comprend bien, et c'est facile à comprendre que derrière ces accords de libre-échange, c'est pas vous et moi qui sommes directement intéressés, à part par le prix des bananes qu'on achète peut-être au supermarché. Mais derrière ça, c'est surtout des multinationales qui sont de l'agrobusiness, qui sont à l'œuvre, qui font du lobbying au niveau des instances de Bruxelles en particulier, pour la mise en place de ces accords et sans trop se soucier justement des petits producteurs africains qui risquent de se retrouver quelquefois dans des situations catastrophiques et qui contribuent d'ailleurs au passage soit à alimenter les tentatives d'arriver à l'Union européenne en risquant leur vie sur les l'émigration, ce qu'on appelle clandestine, enfin l'émigration tout simplement. Quand vous n'avez plus à manger chez vous, vous partez. Hein. Ça, c'est clair. Et quand vous n'avez plus à vivre chez vous, donc déjà, ça, c'est un des points. L'autre point étant aussi de prendre les armes et de rentrer soit dans des groupes mafieux, soit dans des groupes soi-disant djihadistes, parce qu'ils le sont plus ou moins sur le papier, mais ils sont surtout en quête de survie là aussi, parce que les situations sont assez souvent catastrophiques, malheureusement. Est-ce que Jacques, toi, tu peux justement nous présenter par rapport à tout ça, donc les propositions là, du CCFD, justement, sur le... Tu as quelques slides, je crois, là, sur le sujet. Oui, tout à fait. Tu peux les lancer en partage d'écran? Oui, je pense. Vas-y, on te laisse faire alors. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Oui, donc le CCFD a initié depuis 4 ans maintenant, depuis la mi-2018 environ, un vaste programme qui est financé par le ministère des Affaires étrangères français via l'AFD,
l'Agence française de développement, un vaste programme sur 3 continents, l'Afrique, l'Amérique latine et un pays, le Timor-Leste en Indonésie, un programme qui s'appelle TAPSA. Donc TAPSA, c'est un acronyme qui veut dire transition, c'est la première slide, là, vers une agroécologie paysanne et solidaire au service de la souveraineté alimentaire. Donc on voit bien qu'à travers ces 4 mots, on a, j'allais dire, une problématique agricole et alimentaire très forte qui s'est amplifiée ces dernières années et surtout ces derniers mois. Alors sur cette carte... Jacques, tu peux mettre peut-être en plein écran, on verra peut-être mieux les diapos. Là, Il oui. est en plein écran là, non? Oui, Non, pas voilà. tout à fait. Ah, Là, voilà. c'est mieux, oui. C'est Voilà. mieux. Ah oui, d'accord. Donc, sur cette planisphère, vous voyez, donc, on s'intéressera uniquement là pour le sujet d'aujourd'hui à l'Afrique sahélienne, mais vous voyez sur cette carte, cette planisphère, l'ensemble des 15 pays. Donc, en Amérique latine, il y en a 4. En Afrique, il y en a 6 en Afrique de l'Ouest et 3 Kenya, Congo, Burundi et Ouganda dans l'Afrique de l'Est, et un en Indonésie qu'on ne voit pas là sur le Timor-Leste. Timor-Leste, oui, voilà, qui est tout petit là, Oui, on le voit. de l'Indonésie. Voilà, donc on peut passer la diapo Oui, on le voit, oui. suivante. Ah, j'ai un problème technique. Voilà, donc là on voit mieux les pays concernés par ce programme, donc qui va encore durer 2 ans, hein, qui normalement doit prendre fin 2022. Donc au Sahel, on les voit très bien sur cette carte, je pense, là, c'est Niger, Mali, Mauritanie, Burkina et Sénégal, et en plus, alors je ne sais pas pourquoi la Côte d'Ivoire doit avoir une position un peu particulière. Donc dans ce programme, il y a évidemment l'appui de l'AFD, hein, du point de vue financier essentiellement. Donc vous voyez le budget que ça représente pour le CCFD, c'est quand même une somme assez considérable. En plus évidemment des partenaires locaux, hein, pour nous c'est fondamental, c'est pratiquement dans tous ces pays-là, c'est des associations ou des groupements d'associations de communautés paysannes ou de coopératives, et bien sûr les ONG qui viennent en appui juridique, social et aussi financier dans ces différents projets. Alors, ce qui a fait naître ce programme, c'était déjà un programme qui avait duré quelques années auparavant, mais qui s'était terminé, et le CCFD voulait le poursuivre pour expliquer donc que ça se situait dans un contexte de très grande insécurité alimentaire, surtout dans les pays du Sahel, hein, avec en particulier amplifié aujourd'hui par le changement climatique et les répercussions que ça a sur l'hygrométrie dans évidemment les pays du Sahel. Une question sur les OGM qui avait effectivement fait couler beaucoup d'encre il y a quelques temps, en particulier au Burkina, sur le coton, et puis aussi sur le problème, mais on l'évoquera peut-être tout à l'heure dans les questions sur l'accaparement des terres, et puis aussi ce qui est un objectif assez fondamental pour le CCFD depuis très longtemps, d'aider à toutes les organisations paysannes dans ces régions-là et dans ces pays-là à mieux s'organiser, à mieux se structurer, à avoir des gens qui sont un peu des leaders et qui organisent, qui aident à organiser ces communautés paysannes là où elles vivent, et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Avec là, dans ce programme TAPSA, la transition vers l'agroécologie. Donc voilà. Alors, dans cette transition agroécologique, on le comprend assez facilement dans ces pays-là qui ont souffert et qui continuent de souffrir de problèmes d'insécurité alimentaire. L'agroécologie est vue comme un moyen depuis plusieurs années, mais qui s'amplifie maintenant davantage vu les conditions climatiques, pour parvenir, autant que faire se peut, à la souveraineté alimentaire et des systèmes alimentaires territorialisés. Ça veut dire qu'ils dépendent le moins possible, même si c'est extrêmement compliqué, des importations étrangères, bien sûr de l'Europe, mais pas seulement. Alors, dans ce contexte-là, le film que j'évoquais, enfin qu'on a vu tout à l'heure et que j'évoquais aussi tout à l'heure au Sénégal, montre bien que ça m'avait frappé dans le témoignage du film sur le Bénin qu'un des intervenants là, qui était responsable d'une coopérative, je crois, disait même si on voulait faire du pain avec des céréales locales, la production locale ne suffirait pas et qu'on de toute façon ces pays-là seraient, enfin l'exemple il citait là au Bénin, on serait quand même obligé de l'importer de la farine, et en particulier de la farine de blé.
Donc pour eux, ce TAPSA, et pour le CCF bien sûr, vu les chargés de mission à Paris qui travaillent sur cette question-là, moi je suis en lien dans le réseau national souveraineté alimentaire avec des collègues qui sont bien mieux au fait que moi bien sûr sur ces questions-là parce qu'ils travaillent avec les partenaires locaux. Ils aident en particulier à suivre. Alors pour les gens que ça intéresse, le chargé de mission avec lequel je suis en lien, il m'a fait parvenir le rapport intermédiaire qui fait environ une bonne cinquantaine de pages que j'ai commencé à lire, mais c'est extrêmement dense, sur toutes les actions qui ont été menées depuis 2 ans et qui, d'une certaine façon, conduisent un peu vers une certaine forme d'optimisme pour ces régions-là, parce qu'elles sont toujours de toute façon en insécurité alimentaire. Donc l'agroécologie est vue par ces organisations qui sont dans ces projets-là, qui sont nos partenaires, comme un moyen extrêmement efficace et puissant d'évolution à la fois des pratiques agricoles, évidemment en vue d'une production la plus comment dire, nécessaire possible pour nourrir la population, et aussi la restauration en particulier des sols. Et aussi une grande question qui pour eux est assez fondamentale, c'est aller vers la reconnaissance des semences paysannes et donc de développer les réseaux de producteurs de semences, quoi. Voilà, donc tout ça évidemment pour favoriser la production locale et la consommation locale. Voilà, donc les diapos illustrent ça. Et le renforcement, bien sûr, ce que je disais au début, là, de l'organisation de cette société civile rurale. Alors, dans le rapport intermédiaire, qui est évidemment très détaillé, que je ne vais pas vous infliger parce que ça serait un peu long, il y a des témoignages très encourageants sur la replantation d'arbres, sur l'autonomie, enfin, une meilleure autonomie semencière, de faire aussi de ce qu'ils appellent un mélange d'élevage sous couvert d'arbres, etc. Et d'autres pratiques agroécologiques qui sont mises en œuvre évidemment dans un contexte pédoclimatique très, très particulier du Sahel. Et puis le dernier point aussi, c'est le renforcement organisationnel de cette société civile qui demande bien sûr d'avoir des pratiques d'accompagnement de techniciens qui ont été formés à cette agroécologie. Et puis aussi le dernier point qui pour le CCFD est très très important, c'est le processus de plaidoyer évidemment sur les politiques publiques de ces pays-là, mais aussi dans nos pays d'Europe, en particulier la France et de toute l'Europe en général, que les citoyens de ces pays-là, de notre Europe, soient mieux conscients des problèmes que ces gens-là rencontrent. Si on veut que l'Afrique un jour s'en sorte, il faudra aussi que nous, d'une certaine façon, on évolue très largement dans à la fois nos productions, mais aussi nos consommations alimentaires. Je pense à la récente question un peu, comment dire, provocatrice là, du maire de Lyon ces jours-ci sur le fait de manger moins de viande. Ça a déclenché des tollés dans la société française, mais je trouve que c'est une très bonne façon de mettre aussi d'une certaine façon un pavé dans la mare pour faire aussi bouger les choses et bouger les lignes sur nos propres consommations à nous, quoi. Voilà, alors il y a un aspect aussi dans ce programme, et je termine là-dessus, il y a une très grande place faite aussi à la promotion de la femme et des groupes de femmes dans ces pays-là qui se mobilisent de plus en plus pour devenir aussi des moteurs de cette transition, et puis ils sont souvent aidés par ce qu'on appelle nous dans notre jargon la microfinance, hein. On a une banque associée au CCFD qui s'appelle la CIDI, qui est une banque évidemment solidaire, hein, qui essaie aussi d'aider au financement de tous les projets qui sont développés dans ces communautés paysannes de ces pays-là. Voilà en quelques mots un peu ce que représente le TAPSA. Alors on n'en est qu'à la moitié du parcours, mais les premiers résultats que je lisais encore ce matin sont, semble-t-il, très encourageants. Alors pour ceux que ça intéresse, moi je peux faire passer, je préviendrai le chargé de mission que j'ai fait passer à des militants du CCFD et à d'autres, hein, ce rapport, et je l'ai en version numérique, donc pour les gens intéressés, je peux vous le faire passer. Voilà. Mais, merci Jacques pour cette présentation qui montre qu'effectivement, bon, il y a des possibilités quand même d'appuyer d'autres alternatives en termes d'agroécologie, en termes d'agriculture paysanne et de soutien
aux populations de ces pays-là, d'Afrique de l'Ouest en l'occurrence, là-dessus. Et alors, là, je vais lancer quelques pistes et puis on va directement ouvrir le débat parce que ça serait bien d'avoir des interventions, des questions des participants au débat actuellement. Là, actuellement, on est dans une situation quand même très, très particulière depuis un peu plus d'un an maintenant, ou, oui, depuis un peu plus d'un an, on va dire depuis un an, à travers la crise du Covid qui réduit quelque peu les échanges, qui pose des problèmes, y compris sur ben, l'approvisionnement éventuellement de certaines matières agricoles premières. Il y a eu des spéculations en bourse sur le blé, sur les céréales. Enfin, si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les commenter. Il y a d'autres éléments nouveaux aussi qui sont apparus très récemment. La nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, c'est son nom, qui est présidente de l'OMC. C'est la première fois qu'il y a une femme, et en plus une femme africaine, qui est présidente de l'OMC. Directrice générale. Directrice générale, excusez-moi. Non, directrice générale. Directrice générale. Directeur général, c'est pas président. C'est une erreur de ma part. Directrice générale. De même qu'il y a un Chinois qui est apparu comme Hu Dongyu, qui est directeur général de la FAO. Donc là aussi, c'est un changement important parce que jusqu'à maintenant, la FAO, ça a été Jean Ziegler, que beaucoup connaissent parmi vous, ça a été Olivier de Sutter, qui sont quand même on pourrait presque dire des militants de la cause de l'agriculture paysanne et tout. Donc c'est quand même un changement important. Qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la FAO d'avoir un Chinois dont on connaît, enfin, si on connaît par ailleurs la Chine n'est pas réputée pour une agriculture spécialement agroécologique et au contraire pour un usage intensif des pesticides et d'autres intrants de toutes sortes. Il y a l'affaire tout à fait d'actualité du soulèvement des paysans en Inde contre ce gouvernement Modi, M-O-D-I, hein, bien sûr, qui cherche à libéraliser. Tu peux l'écrire autrement aussi. Oui, on peut l'écrire autrement. Mais qui veut contre vent et marée, avec l'appui des multinationales, de l'agrobusiness, là aussi on les retrouve bien sûr, libéraliser les marchés agricoles et les prix garantis aux paysans, et donc ce qui justifie ces soulèvements. Et si sans aller bien loin chez nous, l'Europe qui est toujours dans des dialectiques de discussion et pour un accord avec le Mercosur qui peut être extrêmement destructeur au niveau de la qualité de l'agriculture, puisqu'on sait très bien qu'il s'agit de favoriser l'agrobusiness brésilien et qui risque de faire un tort terrible à notre paysannerie et à nos importations, et alors que des accords comme ceux qui ont été signés avec le Canada, le CETA, ne sont toujours pas ratifiés. Voilà un peu, je rappelle un peu ces quelques points là, sur ce problème de souveraineté alimentaire qui nous concerne plus ou moins directement, mais qui effectivement rentre dans le débat. Alors là, j'ouvre le débat. Si parmi les intervenants, vous voulez réagir là-dessus, allez-y tout de suite. Mais aussi les participants, n'hésitez pas, ouvrez votre micro, prenez la parole. On n'est pas très nombreux. On est 15-17 dans le débat. Donc voilà, allez-y. Et ou bien vous pouvez utiliser, si vous hésitez à parler, d'utiliser le chat directement qui est en bas votre onglet, votre petite onglet conversation qui est en bas, vous pouvez envoyer des messages aussi. Voilà. À vous. Qui prend la parole? Mathieu, tu veux peut-être réagir? Oui, ben moi juste par rapport à ce qui a été dit précédemment, je trouve que c'est vrai que c'est important de soutenir les acteurs locaux qui font un travail remarquable. Donc au Bénin, il y avait effectivement Lionel Guézodjé que j'ai rencontré, donc qui est responsable d'un syndicat agricole assez influent maintenant, hein, donc il est un peu reconnu localement et il a mené un combat très important hein, contre les importations de poulets notamment. Et il a réussi il a obtenu des succès quand même, hein. Et donc ces genres de personnes, je pense qu'elles ont besoin de nous, de notre côté européen, d'être soutenues d'une manière ou d'une autre en valorisant un peu leur travail. Et c'est un peu cette question-là de confiance en soi que j'ai retrouvé un peu au Bénin, en fait, aussi, hein. Les gens n'ont pas confiance en leurs propres céréales aussi, hein, donc tout ce qui vient d'Europe est forcément mieux, hein, donc il faut un peu revaloriser l'importance de ces graines-là, en fait, hein. Effectivement, le blé est considéré comme meilleur parce que c'est une céréale, une farine qui peut gonfler.
et faire un pain qui gonfle, qui grossit. Et les autres céréales, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette propriété-là. Mais nutritivement, maintenant, on sait que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. D'avoir des bulles dans son estomac et du chewing-gum, c'est pas très bon nutritivement, quoi, en fait. Donc, toute cette question de la confiance en soi est quelque chose que j'ai retrouvé à de nombreux moments. Et donc, il y a effectivement les acteurs locaux et puis il y a un rôle important de la diaspora, en fait, qui fait un travail de fond qu'on ne voit pas du tout. Mais les gens ici qui viennent un peu en France, aux États-Unis, comme Thérèse Godogbe que j'ai filmée, vous imaginez, elle est arrivée aux États-Unis, elle a travaillé comme coiffeuse, hein, donc elle a gagné 3 sous. Et puis elle est revenue au Bénin. Elle a échoué un premier commerce. Elle a dû repartir en Europe et puis revenir une autre fois en fait. Donc ils reviennent en investissant en fait dans leur pays, en construisant, en formant des jeunes tout autour de cette boulangerie. Vous avez vu qu'il y avait plein de jeunes très motivés. Il y en avait qui étaient très diplômés aussi, hein, donc qui tombaient un peu sur l'écueil. Après, effectivement, déjà localement, les médias, les institutions ne leur disent pas qu'on peut faire des produits intéressants avec ces céréales locales, quoi. Il y a des campagnes nationales, c'est vrai, un peu. Mais quand même, globalement, les médias internationaux montrent des pubs pour Coca-Cola ou des choses comme ça, ou du chocolat qui est même pas fabriqué en Afrique, en fait. Le chocolat, le cacao est exporté. Il faut qu'il revienne après par bateau pour venir en Afrique, quoi. Bon, en poudre ou voilà. Et donc, il y a un travail très important de la diaspora au Sénégal aussi, quand j'avais filmé aussi il y a quelques années. Donc, beaucoup travaillé sur la famille qui est basée aux États-Unis et qui peut trouver des machines d'occasion, des fours de boulanger d'occasion aux États-Unis pour ensuite les réinstaller dans des boulangeries à Dakar, par exemple, en fait. Voilà, donc, il y a tout un travail de fond comme ça qui se voit pas trop, en fait, hein. Et effectivement, parce que l'économie, les petits investisseurs locaux, les petits acteurs économiques locaux, ils ne bénéficient pas de l'aide des banques et du crédit, en fait. Ils peuvent pas avoir accès facilement à des emprunts pour pouvoir acheter une petite machine et tout ça. Ce système économique, il marche pas bien. Et en partie, grâce à notre système du franc CFA aussi, et l'économie aussi est un peu responsable de ce problème-là, du manque de crédit dans ces pays-là. Donc, il faut, je pense, mettre un focus, valoriser tous ces gens qui travaillent sur le terrain là-bas, dans ces différents pays, l'Afrique, le Nigeria. Vous voyez là, vous voyez les gens qui commencent à émerger. Effectivement, il y a cette femme-là. Bon, on va voir ce qu'elle va faire dans l'OMC. Personnellement, je ne suis pas très confiant de ce qui va ressortir. Mais bon, voilà, il faut donner un peu la chance à tout le monde concernant donc la nouvelle directrice de l'OMC. Voilà. Oui, Jacques, tu veux réagir? Bon, bah, disons que sur justement la nouvelle DG nigériane, bon, j'ai vu et je partage assez largement toutes les critiques qui ont été faites, mais en même temps, je rajoute quand même quelques commentaires, c'est-à-dire que le fait qu'elle ne soit pas issue du sérail des spécialistes de l'OMC, parce que la plupart des autres candidats, ils étaient soit des anciens hauts responsables de l'OMC, soit des ministres du commerce, qui étaient totalement acquis évidemment à plus de libéralisation des échanges. Bon, le fait qu'elle ne soit pas une spécialiste peut être un atout, à mon avis, pour réformer l'OMC. Ce qu'on peut déjà quand même souligner de positif, c'est qu'elle va fortement défendre la lutte contre la pandémie du Covid-19, puisqu'elle a été directrice du Gavi, qui est l'alliance mondiale créée sous l'égide de l'ONU pour assurer aux enfants des pays les plus pauvres un meilleur accès aux vaccins. Et c'est aussi le Gavi qui co-dirige le COVAX, qui est le pilier de vaccins donc actuellement pour généraliser l'accès aux vaccins donc des pays en développement. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'elle s'est quand même distinguée lorsqu'elle était ministre des Finances du Nigeria dans la lutte contre la corruption, même évidemment s'il n'a pas réussi à l'éradiquer, hein, bon.
Et le fait qu'elle soit nigériane, aussi d'ailleurs, elle a la double nationalité américaine, hein, bon, est a priori un atout pour la défense de la souveraineté alimentaire, puisque on sait que le président Buhari, on l'a dit tout à l'heure, donc refuse de signer l'accord de partenariat économique et qu'il maintient un minimum de protection, même une protection élevée contre les importations donc des produits subventionnés. Bon, c'est simplement donc pour dire que tout n'est pas forcément perdu, quoi. Bon, à mon avis, c'est la moins pire des candidates, des candidats à ce poste, quoi. Bon, alors l'avenir nous dira c'est ce qu'elle peut faire, mais bon. Est-ce Oui, qu'il alors je veux quand même aussi souligner en prolongement de ce qu'a dit Mathieu, donc c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que il est urgentissime que l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Ouest, disons donc prenne conscience qu'elle ne pourra pas très longtemps continuer à importer du blé. Pourquoi? Eh bien parce que tous les pays exportateurs de blé qui ne lésinent pas donc sans l'utiliser, disons dans le niveau des pesticides et des engrais chimiques, voire OGM qu'ils utilisent, pas où je l'aime trop pour le blé, non, mais enfin bon, eh bien, les rendements du blé plafonnent depuis 15 ans dans tous ces pays. Et les rendements, le problème, c'est que dans l'Union européenne, en plus, une majorité de consommateurs maintenant veut consommer du blé qui soit avec moins de pesticides et de produits, donc des engrais chimiques, etc. Donc, on va plutôt vers une baisse accrue des rendements. Au lieu d'être un plafonnement, on va vers une baisse des rendements en blé. Or, euh, les pays d'Asie occidentale, y compris l'Irak, l'Iran, évidemment tous les pays arabes, y compris d'Afrique du Nord, donc ne bénéficient pas du climat de l'Afrique subsaharienne où il y a quand même un régime de pluie qui est quand même beaucoup plus important, même si évidemment l'irrigation n'est pas très développée encore, faute d'investissement. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va on va s'acheminer assez rapidement vers une hausse considérable des prix du blé mondial, des prix mondiaux du blé. Or, les importations de blé depuis entre 2000 et 2019 ont augmenté de 5,9% par an en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont augmenté à peu près de la moitié de 2,5% par an par tête d'habitant. Et comme la population a elle-même augmenté de 2,5% par an, donc on se trouve vers le fait que en 2050, comme l'Afrique de l'Ouest aura, disons, une population donc de plus de 800 millions d'habitants, eh bien, si on maintient la consommation par tête du blé par habitant, il faudrait donc dépenser 130 milliards d'euros pour importer ce blé. Ce serait impossible, hein. Et donc, il est urgentissime donc, que l'Afrique de l'Ouest change ses habitudes alimentaires en valorisant justement le maïs, le mil, le sorgho, le manioc et tous les autres, disons, les bananes, plantains, etc., qui ont été marginalisés par le fait que justement, si la consommation de pain s'est généralisée, c'est aussi parce que la baguette de pain coûte moins cher. C'était l'aliment le moins cher compte tenu des subventions, hein, de l'ordre de 65 euros par tonne exportée par l'Union européenne. Bon, les subventions des États-Unis ne sont pas nulles, mais bon, disons donc que c'est quand même ça. Ils ne pouvaient pas être compétitifs compte tenu en fait, en plus, du fait des droits de douane extrêmement bas donc, qui ont été mis en œuvre, à la fois à cause des politiques d'ajustement structurel et droits de douane amplifiés évidemment avec les APE, puisque non seulement ils ne pourront pas maintenir leurs droits de douane, mais ils vont être obligés de les réduire, donc, par exemple, donc, de 5%, qui est très, très, très faible donc, actuellement, ils vont être obligés de les mettre à zéro donc, à cause des APE. Oui, merci, merci Jacques pour ce commentaire. Je lis un commentaire là sur le mail hein, de Josette là, qui nous dit: nous devons localement nous opposer à certains accords en cours en informant les élus locaux, comme nous l'avions déjà fait pour la GCS, hein, l'accord général sur les services, et maintenant sur le CETA et le Mercosur. Alors, c'est tout à fait vrai, ce que je pense, enfin, je rebondis sur ce commentaire. C'est vrai que mais c'est vrai qu'il est
il est assez difficile. Autant le Mercosur, on arrive un petit peu à faire réagir sur le sujet, hein, en gros avec des schémas aussi simples que l'Allemagne veut vendre ses Mercedes et le Brésil veut vendre ses vaches alimentées au soja et avec la déforestation. Bon, c'est un peu schématique, mais ça fait réagir. C'est vrai que malheureusement, nos concitoyens sont assez peu sensibles au problème de partenariat économique avec l'Afrique, ne serait-ce qu'en raison de la complexité de ces systèmes d'accords, parce que c'est à plusieurs rebonds, enfin, ce que Jacques a expliqué tout à l'heure, Jacques Berthelot, parce que c'est tellement compliqué. Il y a tous les systèmes, on peut en parler de France-Afrique derrière, il y a les compromissions justement de certaines multinationales. Alors, pour n'en citer qu'une, Dieu sait, je l'aurais peut-être brossé après ça, mais avec Bolloré qui se fait actuellement jeter du port de Douala, y compris par Paul Biya, qui est le président à vie, on peut dire, du Cameroun, et qui malgré tout le maréchal Biya. Oui, Maréchal Biya, qui malgré tout est arrivé à le faire partir, à remettre en régie d'État, en régie publique, le port de Douala, qui est le principal port d'exportation, parce que les abus sont systématiques. Enfin, bon, on ne va pas refaire toute la politique africaine de la France et de l'Europe, mais c'est un petit peu compliqué. Mais j'aimerais avoir quand même d'autres réactions. Là, n'hésitez pas, parce que moi, je fais des commentaires. Jacques bien sûr, nous apporte ces éléments. Chacun des deux Jacques, puisqu'on a Jacques, Mathieu. Je voulais réagir sur ce que vient de dire Jacques, mais très rapidement, sur l'histoire du commerce mondial du blé. Je pense qu'il doit connaître l'ouvrage. Hein, je fais référence à un bureau d'études qui s'appelle Solagro à Toulouse, hein, qui a bâti un scénario d'évolution de l'agriculture française qui s'appelle After 2050 et qui a été réédité. Enfin, la deuxième version est parue en 2017, si je ne me trompe pas. Et dans cet ouvrage, moi je m'en sers beaucoup. Je fais des animations du CCFD dans différents lieux à Toulouse. Il y a des scénarios qui montrent, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Jacques Berthelot, sur l'histoire de l'augmentation du prix du blé, parce que si une grande partie des céréaliers, enfin c'est pas fait encore, mais ça risque d'arriver d'ici 2030, en France se passe à l'agriculture bio, forcément il y aura une diminution du tonnage total du blé produit en France, et donc forcément une diminution des exportations, puisqu'on en regardera plus du côté français pour nourrir à la fois les humains et les animaux. Et donc ce scénario-là, il est détaillé dans cet ouvrage, hein, After 2050, dont j'en fais de la pub sans problème. Hein. Et on a la chance en plus d'avoir ce bureau d'études à Toulouse. Hein. Donc vous tapez Solagro, vous trouvez le site internet. Il y a des scénarios à 10 ans, à plus même, pour voir comment toutes ces questions-là, et pas que sur le blé, hein, peuvent évoluer. Donc je trouve on a la chance à Toulouse d'avoir cette équipe-là qui travaille depuis longtemps, hein, sur ces questions-là. Voilà, je voudrais simplement ajouter une chose, c'est pourquoi disons en gros la société civile française et européenne en général s'intéresse relativement peu aux accords de partenariat économique. C'est que en fait ces accords ne portent pas atteinte à la compétitivité des entreprises européennes et françaises, parce qu'on importe des produits, notamment agricoles, tropicaux, qu'on ne sait pas produire en Europe, alors que, et aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence de niveau de vie, le niveau de vie moyen mesuré par le PIB par habitant entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest, il est de 21 fois. 21 fois supérieur, alors qu'entre les États-Unis, entre le Canada et l'Union européenne, c'est à peu près le même niveau. Et avec le Mercosur, bon, c'est peut-être 3 fois supérieur, mais ce n'est pas 21 fois supérieur comme avec l'Afrique de l'Ouest, quoi. Ou en général, d'ailleurs, c'est à peu près, on peut dire la même chose à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Je voulais faire une remarque aussi pour relancer peut-être la discussion là-dessus, dans les deux films qu'on a évoqués aujourd'hui, celui du Bénin et celui du Sénégal sur le festival alimentaire de cette année, ça m'avait frappé la différence entre les communautés, j'allais dire, rurales, hein, de ces pays-là, d'Afrique de l'Ouest en général, et puis les habitants des villes.
Et la différence, à cause entre autres de la publicité, mais pas seulement, puisqu'on a déjà parlé des importations de blé à bas coût, dans ces pays-là, l'effet de la publicité sur la valorisation que c'est pour les habitants des grandes villes en particulier, hein, de ces pays-là, les capitales et autres, de ce que c'était un signe, je ne sais pas comment appeler ça, de, voilà, ça valorise la personne de manger du pain fait avec du blé importé et du coup forcément de négliger les productions locales, quoi. Donc ça rejoint aussi cette question comme tu disais Jacques, de tout faire, du modèle occidental, de la prégnance du modèle occidental et puis aussi de dénigrer un peu les productions locales et pourtant ça serait, comme tu le dis, urgentissime de les... Là aussi, dans les budgets de ces pays-là, malgré la corruption et tout ce qu'on peut en dire, la, la- la part de soutien et d'aide à l'agriculture, en particulier des zones rurales, est toujours évidemment Très la faible. dernière roue de la charrette, quoi. Donc c'est rare que des pays mettent l'accent de façon importante et forte pour justement aider à la fois au niveau des infrastructures, des roues, des capacités de stockage, des capacités de commercialisation, de transport, etc., de pouvoir aider évidemment les communautés qui sont pas toujours faciles d'accès aujourd'hui, sans compter les problèmes actuels de Covid, de terrorisme islamique et autres, hein. Ça aussi, ça n'arrange rien, quoi. Votre réaction aux questions? Et moi, je voudrais dire à propos des importations de poulet, Oui. je voudrais souligner une attitude intéressante de la Commission européenne. Il faut savoir que le Cameroun, qui avait été envahi aussi donc, à la fin des années 90 par des fortes importations de viande de volaille et qui étaient décongelées, etc., ça posait des problèmes sanitaires. Donc le Cameroun a mis une taxe de 1000 francs CFA, c'est-à-dire 1,50 € par kilo importé. Bon, la Côte d'Ivoire a fait pareil et le Sénégal a carrément interdit toute importation de viande de volaille de tous les pays du monde d'ailleurs, depuis, je crois, depuis 2007, je pense, à peu près. Et il y a que le Ghana qui ne. Et or, ces trois, disons, mesures de protection qui sont contraires aux accords de partenariat intérimaire, hein, donc avec la Côte d'Ivoire, qui sont contraires aussi avec l'accord Tout sauve les armes, bon, du Sénégal, et qui sont contraires avec l'APE intérimaire du Cameroun, n'ont pas été du tout contestés par la Commission européenne à laisser faire. Il n'y a que le Ghana qui, n'étant pas au courant probablement de ce qu'avaient fait ces autres pays, a continué à importer à peu près 200 000 tonnes de viande de volaille par an, hein, en 2019 encore, et continue donc à en souffrir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, d'ailleurs, à d'autres égards, dans certains pays, donc, comme la Guinée notamment, la Côte, la Guinée, le Sénégal, le Niger, et ils mettent des droits de douane aux périodes où il y a une production saisonnière pour ne pas faire concurrence. Et tout cela, finalement, c'est contraire aussi au tarif extérieur commun de la CEDEAO, mais il n'y a pas de réaction de l'Union européenne. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut encourager les pays d'Afrique de l'Ouest à faire fi de toutes les contraintes imposées par les APE et de privilégier donc la sauvegarde de leur souveraineté alimentaire en mettant des droits de douane importants, donc chaque fois que leurs producteurs sont mis disons, ne sont plus compétitifs à cause des subventions, donc des exportations européennes. Il y a donc, à mon avis, des marges de manœuvre, hein. La Commission européenne, consciente sans doute des risques donc d'aggravation des conflits, elle met un peu de l'eau dans son vin. Voilà.
Bon, je lis là, j'ai deux commentaires là, dans le chat de Françoise qui nous dit que dans le dernier festival alimentaire, il y avait aussi un film de résistance sur le Ghana, hein, les intervenants locaux qui soulignaient l'importance du plaidoyer en Afrique et en Europe. Hein. C'était justement sur les poulets. Hein, donc, Oui. je pense, et puis Josette qui nous rappelle aussi. Alors, je ne comprends pas trop bien, peut-être à préciser pendant ouvrant le micro, ces accords entraînent aussi des changements lourds pour répondre aux exportations avec l'abandon des cultures vivrières, ce qui concerne nos choix de consommation. Josette, peut-être quelques précisions. Est-ce que c'est parce qu'on importe trop de chocolat et d'ananas que ça peut poser des problèmes? Je ne sais pas, c'est la question. Hein, Je crois que oui, je crois que ça pose question parce que ça pose question d'abord pour la Côte d'Ivoire et le Ghana parce que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts. Hein, là, il y a une déforestation massive, donc il faut produire plus de cacao. Ouais, Et en plus il y a un quasi-esclavage et tout à fait. des millions d'enfants de Burkina et du Mali qui vont travailler dans les plantations, donc qui ne vont plus à l'école, etc. Et là, il commence à y avoir une prise de conscience internationale et en principe, ces deux pays commencent aussi à se poser des questions. Mais il est urgentissime que la Côte d'Ivoire arrête sa déforestation parce qu'elle elle va aussi devenir un pays sahélien, quoi. Bon, il y aura plus, s'il n'y a plus de forêt, il y aura beaucoup moins de pluviométrie et bon, et voilà, c'est très Ouais, grave. Et en même temps, ça veut dire aussi que toutes les terres qui sont prises par le cacao, bon, accessoirement le café, ben, ils ne sont plus disponibles pour les produits alimentaires qu'elle doit importer. c'était un très beau film de l'an dernier, hein, de 2019, Cacao, le film sur la Côte d'Ivoire avec le cacao. Là, c'était un film très intéressant sur justement la déforestation et l'esclavage des enfants qui venaient des pays voisins travailler dans des conditions absolument épouvantables dans ces plantations de cacao. Oui, on voit bien que les schémas sont toujours les mêmes, hein, que ce Ah soit oui, en Amérique. Il y avait récemment des rencontres autour des problèmes liés à la forêt amazonienne et aux peuples autochtones hein, qui subissent là aussi la mainmise euh, de l'agrobusiness, on va dire, là aussi, parce qu'il Oui, s'agit de déforester, de faire, pour mettre du soja, des vaches, etc., dans des visées d'exportation essentiellement, au détriment, bien sûr, de populations qui, bien souvent, sont démunies de ce qu'il faut. Enfin, bon, il s'agit en l'occurrence de peuples premiers, bien souvent, hein, dans l'Amazonie, en plus, qui sont chassés de leur terre historique. Et voilà. Bon, donc, mais on retrouve les mêmes schémas un peu partout à travers le monde, en dépit des résistances qui s'organisent et qui, souhaitons-le, donneront quand même quelques inversions de tendance. Mais Oui, c'est vrai qu'il y a quand on voit au Bénin, en fait, il y a quand même des choses qui sont encore en place, qui peuvent être défendues et qui peuvent résister telles quelles, quoi. En fait, effectivement, le système agricole, il y a des problèmes d'accaparement de terres comme un peu partout en Afrique, hein. Donc, tout autour les berges du Niger sont très recherchées, en fait, hein. Et là, au Bénin, tout le sud, il y a de grandes exploitations qui appartiennent à des sociétés étrangères, en fait. Et dans la partie centrale et dans le nord, là où j'ai montré quelques images, effectivement, on voit un paysage qui a l'air d'être une savane. Mais en réalité, ce sont des champs cultivés. Quand on s'approche de plus près, on a l'impression qu'il y a des arbres partout, qu'il n'y a rien. Mais quand on zoome, on voit qu'il y a un tout petit parcellaire, que les champs ils sont biscornus, mais effectivement, ils sont tout petits. Mais il y a quand même, tout ça, c'est des terroirs travaillés. Effectivement, s'il y a un problème d'accaparement des terres, il va y avoir un changement du mode de production en utilisant la mécanisation et on va utiliser beaucoup plus de tracteurs. Et donc, on va couper tous ces arbres, on va faire des grandes parcelles. Ça va provoquer de l'érosion, de l'appauvrissement des terres et tout ce qui va s'en suivre pour dégrader ces terres. Ça va casser le tissu villageois, les organisations sociales locales. Tout va être cassé. Donc, il y a certains territoires en fait qui sont encore un peu
en place, hein, donc qui ne sont pas encore totalement détruits. En fait, ils ont leur savoir aussi, hein, donc ils n'ont pas été complètement coupés. Voilà, il y a toutes les traditions ancestrales qui sont encore là, et le lien se fait. Donc, bon, le Bénin, c'est un pays très riche au niveau spirituel. Bon, voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est très compliqué. Mais voilà, donc au niveau des terres et de la gestion des terres, en fait, il y a un enjeu qui se fait. Et justement, le modèle que ont, effectivement, ils ne connaissent pas forcément toutes les techniques d'agroécologie, parce que même nous, en France, on les redécouvre après les avoir réoubliées. Et il y a des choses nouvelles à inventer aussi encore, hein, en fait, hein, pour l'agriculture bio. Il y a des techniques encore à trouver, à développer, en fait. Mais ils ont besoin d'être appuyés comme ça, mais ils font déjà un système qui est vraiment assez intéressant aussi. Le projet Songhai, notamment, est très intéressant. Oui, tout à fait. Le projet Songhai, là, qui se trouve du côté de Porto Novo, près de la capitale, Cotonou. Et donc, c'est un centre agroécologique qui forme beaucoup de gens. Et donc, il y a une expérience très intéressante. Voilà. Et donc, moi, juste pour continuer, effectivement, il y avait aussi la notion de frontières et d'utiliser ces outils que sont les barrières douanières. Effectivement, le Nigeria l'a utilisé d'une manière assez nette, donc avec son voisin, le Bénin, hein, puisqu'il a carrément fermé la frontière à un moment donné pour mieux recontrôler l'entrée de certains denrées qui rentraient de manière illégale, en fait, sur son territoire aussi. Et donc, je pense que cette idée-là, elle fait son chemin, effectivement, l'idée de l'ultralibéralisme, en fait, de laisser toutes les frontières ouvertes et de ne pas mettre de mécanismes qui permettent des contrôles. Je pense que ça fait son chemin dans la tête des dirigeants aussi africains, en fait. Ils en ont un peu pris conscience, mais voilà, donc il y a une petite évolution qui fait que tout n'est pas perdu dans ce sens-là, en fait. Mais effectivement, de notre côté européen, donc effectivement, nous, dans notre sens, effectivement, ça ne nous intéresse pas. Ici, les grandes coopératives françaises, locales du Sud-Ouest, elles cherchent juste à grossir pour pouvoir rentrer dans ces marchés financiers. Hein, donc, ils cherchent à s'unir entre eux, ici, localement, les grands groupes céréaliers, pour vendre notre blé qui est produit ici, dans la Haute-Garonne, par exemple. Et donc, ils cherchent à grossir pour pouvoir atteindre justement ces marchés internationaux et vendre à l'étranger. Donc, la France, c'est vendre à l'Algérie et puis à l'Afrique de l'Ouest, principalement. C'est nos principaux clients. Bon, si je peux dire, moi, j'ai rien dit parce que j'ai trouvé que les choses étaient très, très intéressantes et que je n'avais pas de questions, en fait. Bon, bravo, hein, tous, là, parce que vraiment, c'était clair et assez impressionnant, d'ailleurs, et détestable pour l'Afrique, hein, en général. Ouais, voilà, tout à fait détestable. Voilà, c'est un tout petit commentaire que je fais pour dire bravo. C'est tout. Et si ce n'est pas indiscret, tu t'appelles comment? Je ne vois pas ton nom. Philippe Gabriel, je suis Oui. parmi enfin, je fais partie du collectif qui organise le FCDH et je représente Médecins du Monde. Ah, parfait. Voilà. Et là, vous voyez donc, merci à pardon, Jean-Pierre. Jean-Pierre, donc d'afficher un livre qui va sortir d'ici 15 jours, bon, auquel j'ai participé avec d'autres, parmi lesquels Aminata Traoré, parmi lesquels Gus Massia et d'autres, donc sur les résistances africaines à la domination néocoloniale. Voilà, donc en ce moment, donc jusqu'au 10 août, si vous achetez, donc vous pouvez bénéficier d'un prix réduit de 25%. Donc voilà, et vous avez donc vous pouvez recevoir donc le lien et donc commander là directement. Donc voilà. Et Pour montrer la couverture de ce. Non, mais c'est bien parce que est-ce que je suis connecté? Je sais plus. Oui, c'est bien parce qu'en fait, on aurait pu aussi essayer de resituer un petit peu
l'histoire géopolitique du Bénin parmi d'autres pays, avec en fait ce découpage extrêmement bizarre, les séquelles de la traite, enfin de la traite négrière, avec quand même encore des affrontements. Le Bénin, je ne connais pas spécifiquement, mais sur d'autres pays que je connais, des affrontements interethniques entre les ethnies qui ont participé à la traite et les autres non. Enfin, c'est plus compliqué que ça, etc. Puis la colonisation, puis maintenant le néocolonialisme, qui fait que, en fait, on a souvent l'impression étonnante que, par exemple, que ces gens ne savent plus faire du pain. Voilà, ça c'est quand même étonnant, parce que dans l'histoire de l'humanité, enfin voilà, je ne sais pas comment dire les choses mieux que ça. En fait, que la mondialisation a abouti à une baisse des qualités, enfin, ou des voilà, de l'inventivité humaine. C'est voilà, une espèce de mondialisation larvée à la petite semaine envers ces pays-là, voilà, qui préfèrent le pain blanc. Et dans ce livre, vous aurez tous les détails justement sur les différents aspects de la manière dont la colonisation, donc depuis la traite, hein, bon, a petit à petit, donc effectivement, dépossédé donc les pays ACP, notamment l'Afrique, donc de sa capacité de souveraineté. Oui, de ses qualités en fait. Oui, de ses qualités. Oui. Voilà. Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas que les gens ne savent plus faire le pain dans ces pays-là, c'est que c'est une culture différente. Donc ils mangeaient autre chose. Tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont plus confiance en eux, plus du tout. Oui. Plus du tout, c'est ça le problème. Oui, voilà, il y a un processus d'acculturation en fait, Voilà. hein, donc Oui, très profond. qui est très profond pour les pays d'Afrique de l'Ouest. C'est des pays qui ont une histoire immense, qui remonte à des temps très anciens. Et effectivement, il y a un problème d'acculturation énorme. Ils ont tous les yeux tournés vers l'Europe, les États-Unis, hein, comme nous aussi, les Européens, regardions vers les États-Unis à un certain moment. Et du coup, ils oublient en fait leurs produits. Ils ont envie de changer et de manger comme tout le monde des sandwichs, des hamburgers et de boire du lait et du café au petit déjeuner avec des tartines et de la confiture parce qu'ils voient tout ce qu'ils voient à la télé, dans les films. Donc c'est ce modèle-là qu'ils ont envie de faire en fait. Et donc ils peuvent construire autre chose en fait. Donc on ne va pas empêcher les gens on ne va pas empêcher un phénomène d'acculturation à ce niveau-là, en fait. Mais effectivement, il faut médiatiser dans l'autre sens en montrant que des produits doivent être faits en incorporant des céréales locales, en fait. Et il faut savoir à ce niveau-là, par exemple, bon, le CIRAD à la fin des années 90, avec Jacques Faure, qui était donc, avait mis au point une méthode de production de pâtes alimentaires à base de maïs. Et donc, il était venu contacter donc, un industriel sénégalais qui avait dit: «Ah ben oui, c'est extrêmement intéressant. Mais vous pensez bien que si je me lance là-dedans, je le ferai à partir du maïs importé qui coûte beaucoup moins cher que le maïs local.» Et donc, y compris du maïs. Voilà. Alors, deuxième observation, c'est que le père Maurice Soudet, donc, qui est un père missionnaire d'Afrique depuis 40 ans au Burkina Faso, bon, il a fait de nombreuses investigations dans la plupart des supermarchés de l'Afrique de l'Ouest et il a trouvé très peu dans ces supermarchés, très peu de produits alimentaires transformés ou même à la limite bruts disponibles. 90% étaient importés. C'est vraiment dramatique. Faut que j'appuie sur partager l'écran. Non mais... Oui, je voulais juste donner aussi une publication récente. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran là. Ah oui. Qui est paru il y a quelques semaines, qui s'appelle Géopolitique de l'agriculture en 40 fiches. Je trouve que c'est assez remarquablement fait. Ça donne un tour d'horizon mondial. Alors c'est soit par pays, soit par groupe de pays, sur des grands enjeux actuels, des échanges justement internationaux.
Et donc, c'est la collection Erol, aux éditions Erol, pardon. C'est une collection que dirige Pascal Boniface et qui s'appelle Géopolitique 2. Et celui-là, c'est le dernier numéro qui est sorti. On le trouve facilement à Toulouse, hein, ici, on peut le commander. Donc, je vous le montre à l'écran. Et il y a des choses. Moi, j'ai appris des choses très intéressantes que. Pourtant, je lis beaucoup, mais des choses sur l'agriculture. Mais là, j'ai vraiment découvert des choses que j'ignorais. Et je trouve que c'est. Pour ceux qui Comment ça s'intéressent à s'écrit, cette Erol? en tout cas, vous le voyez là? Erol, non, on ne voit pas Erol. Erol, oui. Erol, enfin, l'édition Erol, c'est une maison d'édition connue, hein. Oui, EYRO2LES. Oui. d'accord. Effectivement. Donc, géopolitique de l'agriculture en 40 fiches. En général, ça tient sur 2 pages. Et voilà, c'est très synthétique, mais en même temps, on apprend pas mal de choses. Voilà. Donc, finalement, je me permets de faire l'observation suivante. Je pensais que dans cette soirée, on allait voir aussi le film qu'on n'a pas vu finalement et qu'on suppose que 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 tout le tous monde l'a les vu. intervenants ont déjà visionné le film à l'avance. Alors, Tout à fait. Il est encore disponible. Vous aurez le temps de le voir d'accord. longtemps. Oui, Oui. sur le lien qu'avait envoyé Jean-Pierre, et en fait, ça bascule sur Vimeo, hein. Oui, on le trouve de toute façon, on le trouve sur Vimeo Oui. gratuitement. Si Oui. on tape, si on va sur Vimeo, qu'on tape le titre, je pense qu'on doit pouvoir le Oui. visionner, hein. Et on peut le Oui, voir il aussi est sur il TV est, Bruit. Sur voilà, en TV. fait, il est à la base sur TV Bruit et Ciné Mutin. Voilà, donc plus que sur Vimeo. Vimeo, c'est un outil en fait. Oui. Et Ciné Mutin, donc c'est une société coopérative en fait de diffusion. Donc c'est vraiment, il faut un travail militant. Effectivement, la plupart des films sont payants chez eux parce qu'ils trouvent que c'est normal de verser une part en fait. Voilà, donc au producteur d'un film. Et donc ce film-là, Bénin et Europe était déjà un peu diffusé gratuitement. Donc on a préféré le laisser ouvert, gratuit, et il sera encore visible sur Ciné Mutin et sur TV Bruit. Bon, bah, écoutez, oui, il y a d'autres Si. interventions. Oui. Oui, j'avais juste demandé à Mathieu, mais tu l'as pas vu, s'il avait d'autres projets de films militants de ce style. C'est Françoise là. Oui, bonjour. Bonjour. Oh oui, j'en ai quelques-uns en réserve. Donc là, j'en ai un peu plus localement, en fait, hein, donc sur une société coopérative qui fait des pâtes ici très localement. Et donc là, ça va être pas à l'échelle macroéconomique, ce sera plutôt microéconomique. Donc voir un peu entre un petit groupe d'êtres humains, est-ce qu'on arrive à travailler collectivement ensemble pour faire un projet où on est un peu respectueux de certaines valeurs de l'écologie, mais aussi sociale et humaine en fait. Donc ce Oui. projet-là qui est en cours de tournage. À quel endroit? Ben ici, ça va être basé un peu sur l'Odyssée d'Angrain, que vous devez connaître certains. Ah, d'accord. Je pense qu'il produit des pâtes ici, à côté de Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées. Ah, d'accord. Alors, vous pouvez retrouver sur le chat, là, si vous ouvrez la conversation, un certain nombre de liens là, qui ont été envoyés par la discussion. En particulier, Audrey nous a confirmé là, les liens des films pour le festival et pour un lien aussi pour rester en contact avec l'organisation du festival. Je rappelle que Mathieu est aussi justement président de l'association TV Bruit. TV Bruit qui est D'accord. on va dire une chaîne YouTube de diffusion d'informations de façon assez large, surtout, pas que. Hein, Et on est SDF en ce moment. Oh là là. oui. Mais ne pas oublier quand même que Mathieu est d'abord un agriculteur bio. Ah, voilà. Il faut le dire, oui, c'est important. Merci Oui, de on le avait rappeler. remarqué sa compétence quand même. Merci de le Oui, rappeler. voilà, juste, oui, effectivement, sur TV Bruit, ben, c'est une petite association qui a 20 ans. On devait fêter nos 20 ans là en janvier. Mais du coup, on s'est retrouvé dehors puisqu'on est hébergé à Mixart Miris, en fait, hein.
on est très lié donc au collectif d'artistes Mixar Miris qui, Aïe, aïe, aïe. voilà, qui vient d'être mis dehors, bon, pas encore tout à fait, mais quand même quasiment, quoi, Ah, du lieu où on était hébergé à Toulouse, au Pont Jumeau, en fait. Hein. oui, Donc, oui, oui. c'est assez fou, quoi, ce qui se passe là. Voilà. Ah, Voilà, donc vous pouvez retrouver plein de vidéos et on fait des ateliers aussi avec les jeunes. Là, on sort d'une semaine d'ateliers où on faisait des vidéos d'information avec les jeunes des quartiers des Isards, en fait. Donc, c'était un moment très riche, franchement, là. Quand on entend les interventions de certains ministres de l'université, de la recherche en ce moment, ça fait mal au cœur, quoi, d'être si déconnecté de la réalité qui se passe, en fait, avec ces vrais gens-là qui attendent juste qu'on qu'on leur donne une chance, en fait, et qu'ils ne soient pas traités comme ils sont dans leur quartier populaire, quoi, en fait. C'est assez triste, notre gouvernement. Il se comporte vraiment d'une manière honteuse, je trouve. hmm. Et ces documents récents, là, ils sont accessibles, on peut les voir? Alors, ce qu'on vient de faire, l'atelier là, de cette semaine, non, pas encore, hein, il faudra Oui, du oui, temps bien, oui. avant que ça sorte. Ça va être des petites vidéos, en fait, plus sur les jeunes et l'emploi et le travail. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que c'est le travail, l'activité en général. Et voilà, donc il y a une série de petites vidéos courtes pour Internet, en fait. Hmm. Très bien. Merci Françoise. Coucou. Bonsoir, oui. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, on peut peut-être arrêter là pour ce soir. C'est déjà, merci encore à nos intervenants. Je vais quand même rappeler que le festival continue dans les semaines qui viennent. Alors, on a eu récemment une réunion du collectif, donc il a été décidé de prolonger. On l'avait déjà envisagé, mais donc on va avoir cette semaine le film Pour Sama, qui est un film donc, sur en Syrie, sur Alep. Ils sont maintenant. Donc, c'est le film qui sera qui est disponible déjà sur la plateforme de TV, pardon, pas de TV Bruit, désolé, mais de ciné mutin. Et il y aura un débat samedi prochain sur la guerre en Syrie, justement. Semaine suivante, on a décidé donc de reprendre. On va changer par rapport au film qui était initialement prévu, mais on va travailler sur le film Citizen 4 avec un débat sur la traque des lanceurs d'alerte. Il s'agira donc d'Edward Snowden, donc, qui est toujours réfugié en Russie actuellement. La semaine d'après, on aura un film qui s'intitule Défi de solidarité, qui est un documentaire qui a été fait pour la télévision et que l'on devrait avoir en ligne aussi, et qui nous parlera de l'organisation d'accueil de jeunes migrants isolés en région parisienne par des familles volontaires ou des personnes volontaires, de façon donc non officielle, puisque c'est à l'encontre des pouvoirs publics en place là-dessus. Et on aurait terminé en fin mars là, par le film Warrior Woman qui reprend l'histoire d'une résistante plus particulièrement, mais de la résistance plus largement des Amérindiens, des Indiens de la population indienne des États-Unis contre un certain nombre de projets justement anti-écologiques sur les barrages, mais plus aussi sur des aspects culturels, puisque cette défense, et on en a parlé là ce soir, sur les pays d'Afrique, cette domination culturelle, cette destruction des cultures autochtones et originelles est terrible pour la survie des peuples et des populations de façon plus large. Voilà. Merci à vous. Merci. Et bonne soirée et à bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci. Merci. Merci, Okay. au revoir. Merci.